Monsieur Bourgoin, bonsoir. Putain, monsieur Bourgoin, je suis bien quand même. La classe, ça va Léo? Très bien, merci et toi? Écoute, je suis content de t'avoir. Enfin, je te Oui, pistais, tu faisais partie de ma shortlist. J'avais envie de t'avoir sur ce podcast parce que bah, on ne voit pas ou très peu. Et du coup, bah, ça me fait plaisir que t'aies accepté l'invitation. merci en tout cas pour ton invitation. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on avait prévu de faire ça. Yes, et l'idée, c'est d'en savoir un peu plus du coup sur toi, ta vie et aussi tes entreprises parce que finalement, t'as plusieurs casquettes, on va le voir. Et je mets un petit spoiler alerte entre guillemets. T'as le droit de parler comme tu parles dans la vraie vie. T'es pas Oui, oui, obligé moi de. je vais pas me gêner, hein, t'inquiète. Ok, c'est parti alors. Bon, du coup, je démarre toujours les podcasts de la même façon. Euh, Bah, j'aimerais que tu te présentes en une phrase. Bah, moi c'est Léo Bourgoin et dans la thématique du jour, bah, je dirige un groupe d'entreprises dans le sport, le bien-être et la beauté. Voilà, en une phrase. Pas mal, pas mal, pas mal. Trop bien. Bon, bah, on aura le temps tout au long du podcast d'en apprendre plus sur ça. Et voilà, au démarrage de chez Démarrage, j'aimerais comprendre bah, d'où vient Léo, c'est-à-dire dans quel cadre familial il a grandi et quel a été finalement ton parcours scolaire. Ouais, carrément. Bah, scolaire, pas top. Non, moi en fait, c'est pas que j'étais mauvais à l'école, c'est juste que j'aimais pas ça, c'était pas pour moi. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Des fois, on va croire qu'ils sont nuls. En fait, c'est juste qu'ils, peut-être des fois, c'est pas trop leur truc, ça leur plaît pas trop. Et bon, je pense que j'avais du mal à être attentif en cours. J'aimais bien faire des conneries, jouer avec mes copains, etc. Et vu que ça m'intéressait pas, bah, je travaillais pas. Bah, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais familialement, moi, j'ai deux parents qui sont fonctionnaires dans l'éducation nationale, donc qui ont beaucoup de fierté sur le fait de faire des études. Mon père était prof de français et puis bah, je le comprends parce qu'il est né très pauvre, il a eu plein de soucis dans son enfance et grâce au fait d'avoir fait des études, bah, il a réussi à être prof et à être en sécurité toute sa vie. Donc forcément, bah, il a envie que moi aussi je fasse des études. Comme moi, je dirais que l'entrepreneuriat m'a rendu libre, donc du coup, je dirais peut-être à des enfants d'être entrepreneurs aussi. Mais bon, ça marchait pas trop, donc familial, bon, un peu classique, même si pas toujours évident aussi. L'école, j'aimais pas trop ça et du coup, j'ai toujours adoré faire du sport. Bah, j'étais bon, dans le sport et je pense que ça m'a apporté plein de choses. Le fait de me développer socialement, émotionnellement, prendre confiance en moi et cetera et c'est pour ça que j'ai voulu devenir, coach sportif par la suite. J'ai toujours eu cette espèce de caprice, de toute façon, je fais ce que je veux, je fais que ce que j'aime et de me donner les moyens pour le faire. Donc, je suis devenu coach sportif en 2016 et à la base, je voulais pas être entrepreneur plus que ça. Je voulais juste vivre du coaching, quoi, faire mes coachings et si je gagnais 1 500 € par mois, pour moi, c'était déjà fou, quoi, parce que mes parents me donnaient jamais vraiment d'argent. 1 500 pour moi, c'était 1000, quoi. Au-delà de 1000, à cet âge-là, on se disait, punaise, Ah c'est pas ouais, mal quand même. c'est 1000 quand même, tu vois, c'est fou. J'ai jamais eu 1 000 € sur mon compte. Hmm. Et puis, je trouve un petit job en tant qu'indépendant dans une salle de sport. Alors, c'était très mal payé, 12,50 € de l'heure pour faire, voilà, coacher un peu les gens dans la salle, tranquille. Mais bon, moi, j'étais ravi parce que ça me permettait d'avoir, on va dire, un petit fixe. Un peu par hasard, je trouve 2 clients en coaching privé, ce qui fait que, bah, je peux en vivre. J'étais en coloc à l'époque, je payais pas beaucoup, mon loyer et j'étais très heureux de vivre de mon activité. En fait, je suis devenu entrepreneur un peu par hasard, je dirais, parce que j'ai dû créer une micro-entreprise, mais je savais même pas ce que ça voulait dire URSSAF, facture, je savais même pas ce que c'était. J'avais acheté un facturier à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, un truc en papier là, je faisais n'importe quoi évidemment. Hmm. Et puis voilà, ben j'ai développé mon activité, et puis je me suis rendu compte que bon, bah finalement j'ai deux clients, trois, quatre, en fait je peux en avoir quatre, cinq, un peu plus. Tiens, je gagne un peu mieux ma vie, etc. Et j'étais passionné par ce que je fais. Je pense que ça m'a aidé aussi à me développer parce que ça m'a aidé à travailler plus quoi, parce que j'adorais ce que je faisais. Et bon voilà, donc je développe mon activité de coach sportif indépendant. Ça commence à très bien marcher. Heu, Ça veut je dire quoi donne des pour toi, très bien marché, si on bah, devait être pour moi, factuel? j'avais, mon agenda sensiblement, bien occupé. Je générais peut-être entre 5 à 7 000 € par mois, tu vois, de chiffre d'affaires, sans vraiment de charge, parce que je faisais juste mes coachings, donc c'était quoi? Deux trois déplacements. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce à ce moment-là, l'argent que je gagnais, en fait, je cramais tout mon argent, quoi. Je gardais rien et je m'étais fait coacher là-dessus. C'était intéressant de remarquer en fait, j'avais honte de gagner cet argent-là parce que j'ai grandi dans une famille avec, bon, des orientations, je dirais, politiques et d'état d'esprit de les riches, c'est des mauvaises personnes, les patrons, c'est des voleurs, etc.
Et en fait, pour moi, bah, inconsciemment ou consciemment, peu importe, gagner de l'argent, c'est je vais me faire rejeter de ce cercle social qui m'a toujours répété que, en fait, c'est mal de gagner de l'argent, de devenir riche entre guillemets, même si c'est ce qu'on perçoit être riche. Et moi, je gagnais, je me dis, mais en fait, attends, je gagne 2 fois ce que mon père, en fin de carrière, gagnait. Oui. C'était complètement enfin, pour moi, j'aurais pas cru ça possible au départ. Je sais que j'avais honte, je cramais tout, je faisais n'importe quoi. Et d'ailleurs, de me libérer de ça, de cette peur, de cette croyance, ça m'a aidé à avoir une relation avec l'argent plus équilibrée, je dirais. Après, c'était l'âge aussi où bon, t'étais jeune, tu dépenses quand même dans des conneries, des choses comme ça, non? Bah, non, en fait, moi, Même c'était pas? vraiment, je me souviens, j'ai déménagé, j'avais reçu des meubles, je sais pas, il y a un truc qu'il fallait que je renvoie ou un truc qui était pas reçu, il fallait que je contacte le site pour dire: «Bah, tiens, la table que j'ai payée 1 000 €, faut que vous me la renvoyer». Je l'ai même pas fait, tu vois? Ok. C'est vraiment débile, donc oui, oui, voilà, c'était ça. Et bref, donc de me faire coacher, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et donc après, je donne des cours à des futurs coachs sportifs dans des écoles. J'adore faire ça. Je trouve ça trop cool de transmettre un peu ce que moi j'ai appris. Donc sur différentes choses. Je fais des formations aussi pour apprendre à développer aussi mon activité. J'y prends goût. Et je me dis, mais en fait, c'est trop bien cette espèce de jeu infini du business où on peut apprendre plein de choses, où ça nous challenge, où ça nous pousse à nous dépasser. Et je vois même le transfert entre le sport de haut niveau que j'ai pu faire et l'entrepreneuriat, où en fait, bah, on peut toujours chercher à s'améliorer, on peut toujours chercher à se dépasser, à faire quelque chose de nouveau qui nous paraissait inconfortable et comment le rendre confortable par la suite au travers de la répétition et du travail. Et c'est ce qui m'a plu dans le business. Et puis, j'ai créé ma première boîte. Alors, j'avais une micro-entreprise, machin, où je faisais mes coachings. Ma première boîte qui était une SAS, j'étais tout seul, hein. Ça s'appelle WeYonde. En fait, j'ai créé ça parce que, à l'époque où je faisais mes coachings, la salle de sport a fermé du jour au lendemain. C'était un petit indépendant. Parce qu'en fait, bon, c'est une vraie histoire. Il y a des articles dans le journal. Le dirigeant était impliqué dans des trafics de drogue. Et du coup, il y a eu une descente de police avec 30 flics autour de la salle un matin à 7 heures du mat, où je suis venu pour m'entraîner. Et du coup, un peu du jour au lendemain, la salle a commencé à fermer. Et je me retrouve un peu sur le carreau parce que j'avais tous mes clients que j'accueillais dans cette salle-là. Et il y a une salle de sport Basic Fit qui ouvre à ce moment-là juste à côté. Euh, et puis, donc là, on est en 2019. Et je me dis, bon, bah, en fait, Basic Fit, comment ça marche? Ça a l'air solide. Ils proposent de payer un loyer pour faire les coachings dans la salle. Mais tu as l'exclusivité du coaching. C'est que toi qui as le droit de coacher, etc. Ok. Je me dis, bon, bah, écoute, c'est un peu une solution de secours, allons-y. Ça se passe bien. Et en plus, je trouve des clients dans la salle. Donc, ça se passe très, très bien. Je me dis, tiens, c'est une bonne solution, ça. Moi, ça me va bien. Je suis indépendant. J'ai personne qui m'embête. Je peux faire mes coachings comme je veux. Et ils proposent de dire, bon, bah, ok, tu peux passer de personal trainer à head trainer. Et du coup, tu vas payer un loyer plus cher. Mais par contre, tu peux recruter des coachs qui, eux, vont te payer un loyer à toi et tu vas faire voilà, du business comme ça. Ça m'inspire pas trop parce que j'ai pas envie de faire de la sous-location, je fais pas de l'immobilier. Moi, je veux aider des coachs comme je le faisais à l'époque. Et à ce moment-là, à la fin de la formation que je donne pour les futurs coachs, je me rends compte que je me souviens, c'était un jour où ils faisaient un espèce de petit repas de fin d'année pour dire au revoir à tout le monde, les diplômés, etc. Et j'en vois un qui est dans son coin, qui est pas bien. Je vais le voir. Je lui dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique qu'en fait, il s'est reconverti. Il était gendarme avant et que ça s'est très, très mal passé, son activité, le harcèlement au travail, etc. Il a voulu se lancer dans le coaching parce que pour lui, il veut vivre de sa passion. Et il me dit, mais en fait, Léo, je sais pas comment faire pour développer mon activité. Maintenant, je sais coacher, c'est bien, mais en fait, je sais pas comment faire. J'ai pas de solution. Du coup, je vais devoir retourner dans mon ancien job et ça, c'est pas concevable, en fait. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de professionnels du sport, de coachs sportifs qui ont pas les outils pour faire savoir leur savoir-faire, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu créer avec mon entreprise Ouillon, donc en partenariat avec les clubs de fitness Basic Fit, avec un réel accompagnement, une réelle structure pour les aider à développer leur activité. Donc pour faire simple, on est partenaire d'une cinquantaine de clubs Basic Fit aujourd'hui en France. On est le premier partenaire de Basic Fit. Euh, Les coachs vont nous payer une redevance mensuelle fixe. Ils vont faire leur clientèle au sein des adhérents du club, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser des réseaux sociaux, des stratégies marketing, etc. Ils peuvent vraiment se concentrer sur le coaching. Moi, je vais les aider à créer le contact avec les gens, à engager les gens avec eux, à signer des clients, quoi, à se vendre, en faisant des bilans formes, en leur tenant la valeur, puis en fidélisant leurs clients. On a une application qu'ils ont à leur disposition pour gérer leur entreprise, leur programme avec les clients. Ils ont des tenues, ils ont toutes les formations, tout l'accompagnement, qui fait que aujourd'hui, depuis 2019, j'ai cette première entreprise euh, qui est toujours là. On a une quinzaine de personnes dans l'équipe, une cinquantaine de clubs. Il y a un peu plus de 150 coachs actifs
sur nos clubs et voilà. Comment ça s'est passé justement, cette association avec Basic-Fit? Comment toi tu t'y es pris finalement? Parce que tu étais à l'époque, bah, on va dire simple coach. Tu avais cette envie effectivement de monter ta boîte, mais comment tu t'y es pris factuellement pour, contractualiser le fait d'être, 1er partenaire de Basic Fit? Ouais, je me souviens, au début, en fait, comment ça se passait, ils voulaient, que dans chaque club, il y ait un head trainer avec sa petite équipe de coach pour avoir des prestataires locaux, que ça fasse moins multinational parce que Basic Fit, c'est hollandais et proposer des prestations de services qui permet de donner aussi envie aux gens de s'inscrire, qui fait que ça fait rester les gens. Parce que la fidélisation de quelqu'un qui s'inscrit dans une salle de sport, en général, c'est 12 mois, alors que quelqu'un qui se fait coacher, c'est 3 ans. Donc si on touche OK. 10% de la clientèle, on peut faire plus 30% sur leur profit potentiellement, si on regarde comme ça sur la LTV. Donc en fait, je fais bien les choses, j'apporte quelque chose de nouveau avec un réel accompagnement, une réelle structure pour les coachs, ce qui fait que mes coachs réussissent beaucoup plus que peut-être d'autres personnes qui faisaient la même chose. J'ai beaucoup de concurrents, hein, qui font la même chose que moi, donc c'est assez territorial. Et du coup, je veux prendre un deuxième club, je vais en prendre d'autres clubs, troisième, quatrième club un peu plus loin de chez moi. Et là, Basic Fit commence à mettre un peu de stop, attends Léo, doucement. Et à ce moment-là, d'ailleurs, arrive le Covid. Donc ça, c'était très compliqué pour moi à ce moment-là parce que je lance ma société, donc en fait, je l'ouvre officiellement, la SAS. Elle s'est ouverte en janvier 2020. Le Covid, les salles ont fermé le 15 mars 2020 dans ma région. Je m'en souviens encore très très bien. Euh, et du coup, moi, j'ai ma société qui est trop jeune pour avoir les aides de l'État. J'avais investi beaucoup d'argent pour développer cette boîte-là avec des structures, des outils. J'avais payé des prestataires. Bon, en plus, j'ai fait n'importe quoi. C'était le début, hein, on fait des erreurs. Euh, donc pour faire ça, euh, j'étais un peu à flux tendu. Je crois que j'avais 4 000 € de trésor, pas d'aide, rien. Et je venais d'arrêter le coaching parce que vraiment, entre les cours que je donnais, les heures de coaching, il y avait une période où j'en faisais plus de 50 heures par semaine et m'occuper des coachs, les former, gérer les trucs. C'était un peu trop. Donc j'arrête le coaching, j'ai plus de source de revenus et je me retrouve confiné. À ce moment-là, au confinement, les professionnels du sport, les coachs sportifs comme moi, tout le monde veut faire du coaching en ligne. On connaît plein de gens qui se sont lancés dans le OK. coaching en ligne à ce moment-là, plein d'entrepreneurs en ligne. Moi, j'ai pas envie. Et vu que je fais ce que je veux et je fais que ce que j'aime, comme d'hab, bah non, j'ai pas envie. Je vais me donner les moyens de continuer de faire cette activité pour accompagner les coachs sportifs. Ça m'inspire vraiment, c'est ce qui me plaît. Et en fait, j'ai passé tout le confinement. J'ai chopé des cheveux blancs d'ailleurs, ça se voit pas malheureusement, mais par carence de vitamine D, parce que je ne suis pas sorti de chez moi, mais pas du tout. Euh, Pendant jusqu'au 9 juin, je crois que ça avait réouvert, où j'ai continué de pousser ce projet, le développer, etc. Donc pendant ce temps-là, j'ai réussi à être en contact avec même un très haut placé de Basic Fit hollandais pour négocier avec lui, lui expliquer que justement, ben, je peux grossir, je peux prendre plus de clubs parce qu'on a la structure pour faire ça, etc. Donc pour le convaincre d'avoir plus de clubs et d'aller plus loin et développer mon entreprise, parce que j'en avais envie et à ce moment-là, j'ai réussi à garder le lien avec les coachs, qui auraient pu tout s'arrêter, j'aurais pu me retrouver à la réouverture avec 4 clubs à payer sans savoir comment faire. Ouais. Donc pour moi d'ailleurs, c'est marrant, pour moi c'était une mauvaise décision d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, c'est une décision, si je prends que des décisions comme ça à répéter, ça marche pas. C'est comme si demain on fait une soirée, Tom, tu te bourres la gueule et que tu me dis Léo, je vais rentrer chez moi en voiture. Si tu arrives chez toi sain et sauf, est-ce que c'est une bonne décision? Bah, je dirais que non, parce qu'en fait, si tu fais ça 10 soirs de suite, il y a bien un moment où, en fait, c'est une décision où tu prends une porte, mais tu peux pas revenir en arrière, tu vois. Donc, c'est le genre de décision que je conseille pas forcément de prendre trop souvent, quoi. Ce qui peut paraître bizarre, même si la fin a été plutôt joyeuse pour moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai énormément donné pendant ensuite 3 ans et on a pu prendre beaucoup de clubs, bien se développer. Du coup, bah, forcément, nos concurrents nous ont, alors moi, j'ai aucun problème avec ça, mais ils ont copié plein de choses qu'on faisait et du coup, ont pu se développer aussi parce que, ils ont pu aussi s'inspirer de ce qu'on faisait et voilà. Donc voilà comment on a pu, ouvrir les portes, en tout cas de Basic Fit, qui est très compliqué parce que Basic Fit, ils ont c'est très corpo, c'est une boîte cotée en bourse, hein. C'est une seule et même OK. boîte, c'est pas des franchises. C'est une grosse boîte, négociée avec des corpos, avec beaucoup de trucs de politique d'entreprise, de passe-droit, de machin, etc. Des fois, c'est très compliqué. Mais ça m'a appris plein de choses sur bah, mieux négocier, vendre un projet, etc. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, comment on en est arrivé là aujourd'hui. OK. C'est intéressant parce que tu as parlé de concurrence juste avant et j'aimerais bien avoir justement ton regard, par rapport à ça. Puisqu'au final, dans le milieu
du sport, on va dire qu'il y a concurrence directe et indirecte. Et tu l'as très bien mentionné, c'est qu'avec le Covid, il y a eu cette part physique qui s'est digitalisée. Toi, comment tu perçois cette concurrence et comment justement toi, tu arrives à rester différenciant par rapport à ça? Ouais, alors, en fait, pour moi, des fois, les concurrents qu'on voit sur un marché, c'est pas ceux auxquels on pense. C'est pas forcément ceux qui font la même chose que nous. C'est pour moi ceux qui apportent la même solution. Par exemple, un concurrent d'un coach sportif, ça peut être de la chirurgie esthétique. Parce que la solution finale, ça va te faire perdre du poids, ça va te faire avoir des formes physiques différentes, etc. Ça peut être, ouais, ça peut être plein de choses. Maintenant, les gens qui vont faire comme nous, alors, pour le coup, moi, dans le business que j'ai avec Basic Fit, il y a de la réelle concurrence, parce que c'est même territorial. Par exemple, là, il y a un nouveau club sur Paris qui s'est libéré. C'est clairement pour moi un des plus beaux clubs de France en face de la gare Montparnasse, etc. Il y a 900 passages par jour. Moi, je veux le prendre. J'étais pas le seul à vouloir le prendre. Donc, faut se vendre et du coup, on est entre concurrents à se battre un bout de viande. Donc, il y a une concurrence très réelle. Ma vision là-dessus, déjà, c'est que alors, j'ai déjà fait des événements avec d'autres concurrents qui étaient là parce que Basic Fit l'organisait. Et ils étaient là à faire les petits pince-fesses de ouais mais non il y a pas de concurrence, hein, on est copains machin etc. L'autre qui montre regarde les photos de mon fils et tout comme si on était potes. Donc, Mmh. si regarde ce podcast je suis pas ton pote. Première chose. Deux, en fait le problème c'est faut arrêter de dire qu'il y a pas de concurrence. Bien évidemment il y a de la concurrence, mais c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils croient que la concurrence c'est mal. La concurrence c'est génial, c'est trop cool. Ça veut dire que ça marche, non? Ouais. Ça veut dire que ça marche, ça élève le niveau. Moi, ça me donne aussi. J'aime bien la compétition. Enfin, je veux dire, ça fait jouer le truc. Ça fait que ça vient éduquer le marché. Et ça, le marché, il vient savoir qu'il y a des solutions qui existent. Un marché qui est pas éduqué, qu'il faut lui expliquer que ça serait intéressant, qu'il puisse se former, qu'il voit des solutions comme on a, et que ça serait bien qu'il puisse venir à nous. C'est compliqué. Alors que si là, il est au dernier choix de, ok, quelle solution est-ce que je vais choisir? C'est beaucoup plus simple pour moi ensuite. Donc j'aime pas cette espèce d'hypocrisie de non mais il y a pas de concurrence, il y en a pour tout le monde, il y a du gâteau pour tout le monde. Moi je veux tout le gâteau déjà d'une, je veux pas des miettes ou je sais pas quoi. Donc c'est bon, faut arrêter de faire genre ouais, il y a du gâteau pour tout le monde ou machin. Moi je veux tout le gâteau et tout le monde veut tout le gâteau. Faut arrêter de faire de l'hypocrisie là-dessus. Mais par contre, j'ai énormément de respect pour mes concurrents et ça m'empêcherait pas du tout d'avoir des relations super cool avec eux. Voilà, donc ça déjà c'est clair, mais en tout cas, aujourd'hui par exemple, on voit avec le marketing en ligne, il y a les coachs en ligne, tu vois, j'ai un collègue, Lohan Boucher, que je respecte beaucoup aussi, on se voit en séminaire, on s'entend très bien, qui lui forme les coachs à faire du coaching en ligne. Moi, je forme les coachs à vraiment à faire du coaching en présentiel. Donc on a Mmh. 2 solutions qui sont très différentes. Mais en soi, on est concurrents Ouais, sur la solution parce qu'un coach sportif, il veut vivre de son activité et il y a un moment, il va devoir choisir, est-ce que je veux me développer en ligne ou est-ce que je veux me développer en présentiel? Bah, Lohan, dans ses pubs, il va dire bah tu fais du coaching en présentiel, c'est nul, viens faire du coaching en ligne. Et moi, je peux dire l'inverse. Donc c'est le jeu. Maintenant, je trouve ça génial qu'il y ait un Loan, je trouve qu'il travaille bien, qui vient éduquer le marché à faire du coaching en ligne. Mais il y en a pour certains qui vont se lancer avec lui, qui vont se rendre compte que c'est pas pour eux et qui ont envie de venir faire du coaching en présentiel. Et tu sais, quand t'as fait un truc, en fait, quand t'as jamais essayé une solution, tu sais jamais si c'est bon pour toi. Et de rester avec le doute, ça te bloque. T'auras jamais une certitude de c'est ça ce que je veux faire. Donc en mmh. fait, je trouve ça génial que des coachs ont fait du coaching en ligne et qui viennent ensuite faire ma solution, parce qu'au moins, ça se passe super bien. Et inversement, il y a plein de coachs qui sont venus des fois chez moi, qui ont fait du coaching en présentiel et qui finalement se rendent compte, bon, j'aimerais bien digitaliser mon entreprise, faire quelque chose de différent, et qui ensuite vont faire du coaching en ligne et volontiers qui iront chez Loan ou d'autres acteurs qui font ça bien, pour ceux qui font ça bien. Donc la concurrence pour moi c'est cool parce que ça vient aussi éduquer le marché, ça vient faire grossir le marché aussi. Et en fait, il faut bien se rendre compte que il y a plein de gens qui viennent se former chez nous parce qu'en fait, ils ont été éduqués par des concurrents, ils se sont formés chez eux, ils ont envie de quelque chose de différent, pas parce qu'on est mieux qu'eux, non, on n'est pas mieux, on est juste différent. Ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'une vision différente, et c'est très bien. Donc voilà comment je le vois. Après, voilà, j'aime juste pas trop l'hypocrisie de non, non, t'inquiète, on est potes. Non, on n'est pas potes. Enfin, on peut Ça va être te mettre potes, des mais petits coups de couteau dans le dos quand t'es oui, pas. voilà. C'est non, non, pas cette hypocrisie. On est concurrents, on peut avoir des relations amicales, ça n'empêche pas, hein, vraiment. Hein. Mais juste pas d'hypocrisie, quoi. Ouais. Ça Ok. me rend fou. Bien. Bah, le podcast va être décousu parce que au Ouais, final, bah, dès la troisième minute, on aurait pu quasiment arrêter le tournage parce qu'on avait déjà quasiment les trois quarts de ta vie. Euh, Là, si je dois faire juste un récap, c'est que voilà, très rapidement, tu es passé de coach sportif à, bah, on va dire, dirigeant d'une entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
t'as pas eu d'études par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, on parlait que, l'école, ça s'était mal passé et moi, généralement, j'aime bien aller titiller tout ça. Toi, grosso modo, tu t'étais arrêté où dans les études? Pour aussi montrer que finalement, malgré que tu pas eu de compétences initiales, tu as pu développer aussi cette boîte et développer des compétences qui t'ont permis d'être premier partenaire de Basic Fit. Mmh. Ouais, ouais, et bah, d'ailleurs, tu vois, j'ai développé d'autres sociétés après, en plus, tu vois? Parce que j'aime bien dire que dans l'entrepreneuriat, en fait, on se reconvertit un peu tous les 6 mois quand on a une entreprise en croissance. Parce que, bah, en fait, on vient résoudre de nouveaux problèmes plus gros, qui demandent de nouvelles compétences, une nouvelle identité. En fait, je dois me reconvertir pour prendre cette identité, prendre ses compétences, prendre ses soft skills, ses hard skills pour avancer. Et non, moi, au niveau d'études, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai le bac. J'ai eu mention assez bien, et ça, c'était un hold-up parce que j'avais 6 de moyenne à l'année. Je séchais la moitié des cours pour aller faire des conneries, et ça fait plaisir. J'ai mon diplôme de coach qui équivaut à un niveau bac, donc, mais sinon j'ai pas d'autres diplômes, et ça m'a pas empêché, avec grand plaisir, de donner des cours dans une autre école de commerce à Grenoble et à Lyon, sur l'entrepreneuriat et sur du marketing, de donner des cours sur la vente, sur le marketing aussi dans des coachs sportifs, sur d'autres choses aussi. Moi, ce que j'aime dans le business, c'est qu'en fait, déjà, j'ai conscience qu'on peut tout apprendre, et j'aime bien cette notion, en fait, c'est avoir le plus de pouvoir possible. Plus j'ai de pouvoir, plus je peux être libre. En fait, pour moi, le pouvoir, c'est la capacité à transformer une idée en réalité, et la vitesse à laquelle tu vas pouvoir le faire. Ça, pour moi, c'est un peu, je dirais, comme l'intelligence, tu vois, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, ok, j'ai une nouvelle idée, je veux créer ce truc-là. Il faut que j'ai des nouvelles compétences. Donc, à la vitesse à laquelle je peux apprendre ces compétences. Ensuite, la vitesse à laquelle je peux les exécuter correctement, et qui fait que je vais pouvoir en fait transformer une idée en réalité. Et c'est exactement ce que je veux le plus faire dans ma vie, c'est raccourcir la distance entre mon imagination et la réalité. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est ok, ben j'ai un rêve, j'ai un truc, ça me ferait trop kiffer de le vivre. Et ben en fait je peux le vivre, je peux le faire, je peux le créer, parce que je peux tout apprendre. Je pense que tout est un muscle et peut s'entraîner. Vraiment tout est entraînable. J'aime pas les trucs figés de ouais, je suis HPI donc ça y est, je peux plus faire ci, plus faire ça. J'ai une mission de vie, c'est ça du coup. En fait, je trouve ça très triste d'avoir une mission de vie, parce que c'est-à-dire que ta mission est figée jusqu'à la fin de ta vie. Non, non. En fait, si ma vie c'est maintenant, et ma vie c'est maintenant, bah, ma mission de vie de maintenant, c'est de faire ce que je fais maintenant, et ça évoluera, et ça changera, etc. Et voilà, donc non, non, j'ai pas fait de diplôme, et je pense qu'on peut apprendre plein de choses au travers de formations qui ne sont pas diplômantes, mais qui nous apportent des choses concrètes pour avoir des résultats concrets aussi. Et je vois beaucoup de gens pour avoir recruté des centaines de coachs sportifs. En général, les meilleurs coachs, pour moi, c'est des coachs qui ont un diplôme qui se passe en un an, plutôt que ceux qui ont un master. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un master ont un espèce d'ego de j'ai le meilleur diplôme reconnu aujourd'hui. Je suis supérieur à tous ces petits qui ont juste le diplôme qui se font en un an. Moi, j'ai fait 5 ans d'études. Sauf que pendant 5 ans d'études, ils faisaient de la danse contemporaine, ils faisaient de la sociologie du sport, je sais même pas ce qu'ils apprenaient. Et, et ils allaient en boîte de nuit se bourrer la gueule. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon pour devenir un excellent coach sportif. Et du coup, ils sont très peu enseignables. Ils ont beaucoup de prétentions, que ce soit des fois de rémunération, etc., ou d'exigences envers leurs clients. Et ils sont pas proches de leurs clients. Ils se comparent avec d'autres coachs plutôt qu'à ce qu'ils peuvent apporter. Ils sont moins bons souvent que des mecs qui sont formés en un an et qui sont très très compétents. Donc OK. ouais. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études. Tu vois, je recommanderais pas à un jeune de non non, fais pas d'études, fais rien, etc. Mais en tout cas, c'est de tester plein de choses déjà pour être sûr de avoir de la certitude sur ce qu'on veut faire, et pas attendre de trouver ce qu'on veut faire avant de le faire. Tu vois, même, tiens, je sais pas quel projet, je sais pas ce qui m'inspire, etc. Bah, fais un truc, teste. Et c'est en faisant que tu vas apprendre, tu vas voir ce qui te plaît, voir ce qui te plaît pas, tu vas comprendre, tu vas te comprendre. Et plus tu auras fait de choses, plus tu pourras faire de choses, plus tu auras le choix, plus tu seras libre. Mmh. Vraiment, la liberté, c'est juste avoir le choix, quoi. Ouais. Mais moi, je me pose toujours la question en t'écoutant, c'est, quand est-ce que finalement, cette maturité, elle est arrivée? Parce que tu l'as pas dit, mais tu as moins de 30 ans quand même. Et, quand est-ce que tu t'es dit finalement, je peux aller acquérir des nouvelles compétences et faire justement cette démarche d'aller apprendre, tu vois? Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être pas les formations en ligne, les machins, les bidules. Tu avais peut-être pas le cercle qu'il fallait. Donc comment finalement, cette maturité, elle est arrivée chez toi? Ouais, fin de la question. Ouais, ouais, super. Moi, j'aime bien cette question, et je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est, en fait, d'avoir réalisé des choses que je pensais pas possibles au départ. Je pense que ça nous est tous arrivé. Des fois, de se demander, bah tiens, si je parle au Léo d'il y a 3 ans, est-ce qu'il et que je lui ai expliqué ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en penserait, est-ce qu'il y croirait, etc.
Et en fait, je me dis, si j'ai réalisé des choses que je pensais pas possibles au départ, ça veut dire que, bah, en fait, je peux réaliser quelque chose que je crois pas possible encore aujourd'hui. Tu peux donner un exemple sur, une de tes réussites, passées? Tu vois, par exemple, je pense, si je parle pas de moi, je parle par exemple quand je faisais du coaching sportif à une cliente qui avait, elle s'était fait greffer un poumon, elle venait d'être à la retraite, elle avait des gros soucis de santé, elle avait du mal à monter les escaliers. 3 mois après, elle arrive à faire un saut sur une box en bois de 60 centimètres. Elle était là presque en larmes, Léo, mais jamais j'aurais cru possible de pouvoir ne serait-ce que sauter. Et ça se passe juste déjà par des micro trucs comme ça. Comme moi, par exemple, bah, tu vois, au début, je m'étais dit, ouais, mais si je gagne déjà 2 000 € par mois, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, mon groupe d'entreprise, on génère à peu près 3 millions d'euros par an. Jamais de ma vie, si tu m'avais dit il y a 10 ans, au Léo de 18 ans, tu feras ça dans 10 ans, etc. Je t'aurais même pas cru. Je pense même que j'aurais pas voulu d'ailleurs. Donc en fait, je vois qu'on peut changer complètement, on peut se transformer personnellement. Tu vois, je pense que j'aime beaucoup le coaching, le développement personnel. Je me suis beaucoup formé là-dessus. Enfin, j'ai même créé une école de coaching par la suite. Et je pense que ça nous permet de voir, prendre conscience que il y a plein de choses des fois qu'on croit comme être un frein. En fait, c'est un vrai fuel. On peut le transformer en fuel pour avancer. On peut faire des choses qui sont impossibles aussi. Et j'ai une espèce d'excitation aussi des fois à me lancer dans un truc et m'engager vis-à-vis d'autres personnes, parce que pour moi c'est très très fort, l'engagement envers des autres, et quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça me donne un drive encore plus fort. Je m'engage envers quelqu'un d'autre à dire ok, on va réaliser ça ensemble. Je sais même pas encore comment je vais le faire, je sais même pas encore comment faire, mais je vais y aller et on y arrivera. Par exemple, bah, j'ai créé un concept de centre de coaching privé sport santé, donc c'est des petites salles de sport. J'ai ouvert la première à La Baule en partant de zéro avec un associé qui était un coach sportif qui a fait déjà mes formations, etc. Donc, qui était déjà un coach sportif avancé, on va dire. Et je lui ai dit, ouais, t'inquiète, Quentin, on va monter cette structure ensemble. Moi, je vais gérer tout ça. J'avais aucune idée de comment faire. J'avais aucune idée que, moi, j'avais des idées, des plans, mais j'avais pas de certitude. Je l'avais jamais fait, en fait. Je l'avais jamais fait. Mmh. Et je pense que des fois, quand on se lance vraiment dans un truc et qu'on est engagé pleinement, on trouve des solutions. On trouve des solutions et j'ai fait suffisamment confiance au fait que bah, des fois quand t'es un peu face au mur, alors sans se mettre vraiment en danger, faut pas être un con à cette idée de brûler le bateau un peu tout le temps, bon, pas abuser non plus, mais on trouve des solutions et en fait plus tu le fais, plus tu réalises des choses et tu mets la conscience sur le fait que tu as réalisé des choses que tu pensais peut-être pas possible au départ, bah, plus ça marche et plus tu peux le refaire et le refaire et maintenant pour moi c'est plus de me dire ok, j'aimerais faire ce projet-là, il y a toujours un prix à payer, tu vois. Peut-être que demain je peux devenir, j'en sais rien, un milliardaire, tu vois, ok. Mais le prix à payer, j'ai pas envie, quoi, tu vois. Je suis pas prêt, j'ai pas envie de ça. Donc en fait, c'est plus une évaluation maintenant de qu'est-ce qui peut s'offrir à moi en termes de possibilités. Maintenant, est-ce que je suis prêt à fournir ce qu'il faut pour y aller? Et des fois oui, des fois non. Et des fois c'est non, et c'est très bien, quoi. Je suis pas obligé de le faire, quoi. Et je trouve que c'est une force justement chez toi, ce genre de prise de décision, ouais, Ok. et ton humilité. Tu parlé du coup de groupe d'entreprise. Voilà, t'as parlé de Wiyong, t'as parlé de Primo. J'aimerais bien justement que tu me parles de cette évolution, comment ça t'est venu à l'idée de, après Wiyong, de vouloir développer d'autres projets et justement quel a été ton cheminement, à la fois mental mais aussi techniquement pour justement arriver à créer différentes boîtes et justement à les développer l'une après les autres, quoi. Ouais, ouais, carrément. Moi, c'est un gros sujet. Alors, déjà, première chose, je pense que j'ai toujours eu une espèce d'âme un peu plus d'artiste et de créateur que d'entrepreneur de base. Bon, l'entrepreneuriat m'est tombé comme être le support pour faire ça, tu vois. Et ce qui est bien, bah, quand un créatif il a plein de choses à créer, c'est bien, il est bon, il est inspiré, il travaille, etc. Mais quand ça devient monotone et que ça demande juste de la consistance, de répéter les mêmes choses, travailler dans la routine, ce qui est très bien pour plein de gens et il y a plein de gens qui le font très bien. Pour moi, c'est terrible. Et en fait, j'aime créer beaucoup de stabilité, de régularité dans les boîtes. Par exemple, ma boîte Fouillonde existe depuis, bah, du coup, l'activité existe depuis 2019, septembre 2019, même si la société a été créée en janvier, enfin, décembre 2019, mais immatriculée en janvier 2020. Là, on est en 2025. Ça fait, ouais, du coup, 5 ans, 5, 6 ans que ça existe. Il y a de quoi continuer encore pendant plein d'années. Et c'est ce que je veux pour une boîte. C'est que ça puisse être là pendant longtemps. Donc, pour créer ça, il faut créer de la structure, de la stabilité, une équipe, la rendre performante, autonome et épanouie, des process, etc. Et quand tu l'as créé, bah, c'est bien, la boîte est autonome, mais du coup, ça devient monotone. C'est très bon signe pour une société quand elle devient monotone.
Mais pour un créatif capricieux, gamin, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est terrible. Donc en fait, le comportement que j'avais, c'était détruire pour construire, parce que bon, en fait, quand t'as plus rien de besoin de construire, tu fais n'importe quoi. Et je me souviens, je demande, là, on est en 2022, cette boîte commence à, voilà, elle a bien grossi, c'est cool, ça avance bien. J'ai une équipe que j'adore, qui sont toujours là d'ailleurs encore aujourd'hui. Et je crois que je demande à un premier déclic. Il y a des entrepreneurs qui me disent, ouais, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça, du genre, si tu pars de ta boîte là pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta boîte, elle s'écroule? Est-ce qu'elle stagne ou elle évolue? Je me dis, ouais, moi, je sais pas trop. Je pense que personne ne veut vraiment répondre à cette question-là. Mm. Parce qu'il y a un peu ce truc de ma boîte, c'est mon bébé. Et en fait, je me dis, ouais, mais plein de gens disent ma boîte, c'est mon bébé, mais en fait, ça veut dire que, je réfléchis, hein, si ma boîte, c'est mon bébé, bah, en fait, moi, je suis le petit papa poule de ma boîte. Du coup, je vais la paterner tout le temps. Sauf que quand tu prends un bébé et que tu le paternes tout le temps, il va jamais grandir, il va jamais être autonome et indépendant. Du coup, elle sera toujours dépendante de moi. Du coup, je serai toujours prisonnier dans ma boîte, en fait. Alors que si je veux que ma boîte soit autonome, indépendante elle aussi, et pas juste dépendante de moi où je dois lui donner le sein tous les jours, là, et ben, en fait, il faut que je la rende comme un adulte et que je la perçoive comme un adulte. Donc, je me dis ça. Et je me faisais coacher. Et là, mon coach, il me parle d'un truc que fait Decathlon. Ça s'appelle le 2 ans 2 millions. Parce que je m'intéressais beaucoup au management à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était très pertinent. Je préférais faire des choses que faire des choses, et faire grandir l'humain, etc. Et j'aimais bien les systèmes de management, des fois, qu'avait mis en place Decathlon. Le 2 ans 2 millions, c'est si tu es employé à Decathlon et que tu as une idée d'innovation, ils vont te mettre 2 ans à dispo pour développer ton projet et ils vont te donner jusqu'à 2 millions d'euros de budget à investir dans ce projet-là pour que tu puisses le développer. Et à la fin des 2 ans, que ton projet ait réussi ou échoué, tu retrouveras ton job comme tu l'as aujourd'hui. Donc, même condition, pas de souci. Donc, en fait, tu seras jamais puni pour l'échec, mais toujours encouragé pour l'innovation, pour l'initiative et pour l'idée. Mais je me dis, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça laisse la place à l'erreur. Et Mm. en fait, j'apprends ensuite que la plus grosse innovation de Decathlon, qui leur a même rapporté des milliards, c'est l'espèce de masque avec tuba intégré, intégral. Enfin, de toute façon, si vous allez en vacances à l'océan ou à la mer, vous voyez plein de gens avec ça. Ouais. Et ben ça vient d'un 2 ans 2 millions, ça vient même pas de l'équipe de R&D de Decathlon, alors qu'ils ont quand même une grosse équipe de R&D sur l'innovation. Decathlon, c'est les meilleurs là-dessus. Et je me dis, mais en fait, c'est extraordinaire. Et je remarque que dans mon entreprise, ok, j'ai envie profondément que mon équipe grandisse. Donc je me demande qu'est-ce qui m'a fait grandir moi? C'est d'avoir fait des erreurs. Mais j'ai l'impression que c'est que moi qui grandis et en fait moi je grandis comme ça, eux c'est beaucoup plus lent et je crée la distance avec eux, du coup je suis impatient, ils me saoulent, etc. Mais je me dis, mais en fait Léo, si tu laisses pas la place à l'erreur, parce qu'en fait à chaque fois qu'ils te posent une question, tu fais à leur place, tu viens toujours tout corriger. Et s'ils font une erreur, limite tu vas t'énerver ou tu vas leur taper dessus. Alors j'exagère, hein, j'aurais été quand même cool, mais en tout cas je viens corriger à chaque fois. T'as quand même la barre de fer derrière ton bureau, je crois. Non, non, t'inquiète, c'est rien ça, c'est cool. Mais non, voilà, je veux leur laisser de la place à l'erreur pour qu'ils puissent progresser aussi, etc. Et bon, je sens que et puis troisième déclic, je parle à quelqu'un de mon équipe, je lui demande toujours du feedback de OK, ben qu'est-ce que tu attendrais de moi pour que je sois un meilleur CEO et que je puisse mieux vous permettre de progresser dans votre rôle. Et il me dit que tu partes en vacances. Je me dis OK, moi qui culpabilisais à l'idée de partir en vacances parce que maintenant eux ils travaillent pour ma boîte et moi je pars en vacances. En fait, j'ai décidé de partir 50 jours de mon business. Donc pendant 50 jours, en fait, j'ai complètement laissé carte blanche et carte bleue d'ailleurs à mes équipes. Donc à l'époque, ils étaient 5 ou 6, je crois. Et pendant ce temps-là, j'étais off complet. Je suis même parti en Australie. J'ai fait une expérience sympa là-bas. J'ai fait plein de choses aussi. Et ça a vraiment été game changer pour moi parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience que bah, déjà quand je suis revenu, ma boîte avait pas coulé. Elle avait continué de grandir. Alors peut-être moins vite que si j'étais là tout le temps. Mais en fait, aujourd'hui, je préfère déléguer quelque chose qui soit fait même pas au standard de qualité à 100% comme moi je le fais si c'était moi qui le faisais. Mais déjà parce que même si c'est fait à 60% de qualité, le 60% peut devenir 100, même 110, 120% si la personne est focus, parce que moi je peux pas tout faire en même temps. Et puis au moins c'est pas moi qui le fais. Et au moins je peux être focus sur quelque chose qui va apporter plus de valeur à la boîte, qui va apporter plus de valeur à l'équipe, et qui fait qu'on pourra grandir beaucoup plus vite et pendant beaucoup plus longtemps. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé à, à faire plus confiance, à relâcher aussi cette identité de je suis Léo Bourgoin, entrepreneur, j'ai rien d'autre dans ma vie et si ma boîte coule, je vais mourir quoi. Mm. Alors
J'ai beaucoup ma boîte dans ma vie et je suis forcément très attaché à ça. Bien évidemment, si ma boîte coule, je serais pas bien du tout. Et un entrepreneur qui s'en fout complètement, bah, je pense qu'il est pas au bon endroit, hein. Parce que ça demande de l'investissement, etc. Surtout, enfin, ça dépend de vos ambitions, mais voilà. Mais ouais, ça m'a aidé à prendre de meilleures décisions, prendre plus de recul, déléguer mieux et laisser de la place pour des personnes dans mon équipe. L'idée de pouvoir créer d'autres boîtes et de m'associer. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de m'associer. Et pas d'avoir ce truc de non, c'est mon bébé, je vais perdre du contrôle si je m'associe. Tous ceux qui disent ça ne savent même pas les contraintes de s'associer, etc. Ne savent même pas le contrôle qu'on perd ou qu'on peut gagner si on s'associe. Donc lâcher des parts de mon entreprise avec grand plaisir, m'associer avec encore plus de plaisir aussi. Et Trop bien. J'étais aspiré par ce que tu disais. Euh, Justement, tu parlais d'association et je pense que c'est une aussi de tes grandes forces et tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, le fait que tu arrives à dissocier tes boîtes de toi, donc ce ne sont pas tes bébés. Euh, Ce serait quoi pour toi les critères, en tout cas les prérequis pour justement avoir une bonne association? Je sais que c'est un petit peu difficile de le ouais, ouais. répondre parce qu'il y a un côté émotionnel, mais on a toujours peur, tu vois, je prends mon exemple. Si demain j'ai envie de m'associer, quels sont peut-être les points d'attention ou quelles sont peut-être les erreurs à pas faire? Tu vois, je sais pas trop comment formuler la question, mais Ouais, je mais pense bien que tu sûr, as non, compris. c'est clair, ouais. Alors déjà, pour moi, j'ai ma réponse à moi qui correspond à ce que je veux et ce qui est important pour moi. Du coup, si vous voulez votre réponse à vous, pour moi, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce que vous avez besoin que votre business nourrisse chez vous. Par exemple, moi, j'ai une vraie envie de partager une aventure humaine avec des personnes que j'aime. Donc, par exemple, si je m'associe avec quelqu'un, si c'est quelqu'un que je peux pas blairer et que c'est juste pour le business ou parce qu'il est bon que je ferai ça, je ne peux pas le faire. C'est pas possible pour moi. Mais par contre, je pourrais 100% entendre que d'autres personnes disent, attends, moi, si je fais du business, si j'ai mon associé, c'est pas pour partir en vacances avec lui, c'est parce que il est bon et point final, tu vois. Ok. Et je pense que ça dépend du type d'association que vous attendez. Il peut y avoir des associations plutôt rechercher un investisseur. Ça peut être quelqu'un qui peut juste venir faire un petit rôle et je vais lui donner quelque part pour le motiver à aller plus loin. Ou alors même un associé avec qui je fais tout, je partage tout. Donc il y a différents types d'associations. Un truc qui va être important et qui va être dans tous les cas à faire de partout, pour moi, c'est quand on commence à s'engager, c'est prévoir déjà des bonnes clauses de sortie. Un bon pacte d'associés, de par exemple, on va étudier tous les pires scénarios et qu'est-ce qu'on fait dans chacun de ces pires scénarios. Et je trouve que c'est vraiment bien de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme je trouve des couples qui veulent pas parler de la rupture parce que c'est très tabou, etc. Maintenant, ça veut dire que tu veux qu'on se sépare, etc. Non, mais en fait, ça veut dire que on va arrêter de diaboliser quelque chose et d'en avoir trop peur, mais on va voir comment est-ce que si un jour il y a un problème, on peut gérer ça dans les meilleures conditions, qui fait qu'on va arrêter de fuir les problèmes ensuite pour vraiment prendre les bonnes décisions tout au long de l'aventure qu'on va vivre ensemble. Mmh. Donc avoir des vraies clauses de sortie, pour moi, c'est assez important. Euh, j'ai une association qui a échoué avec des gens, des amis d'ailleurs, et on pourrait dire ouais, faut pas s'associer avec des amis, etc. Et c'est marrant parce que on s'est associé, ça l'a pas fait. On a eu une grosse discussion où j'ai décidé de sortir de la boîte, et je suis encore plus ami avec eux aujourd'hui. Ça nous a permis de nous dire plein de choses et de renforcer aussi nos liens. Et l'erreur que j'avais fait à ce moment-là, c'était on n'a pas suffisamment cadré dès le départ le rôle de chacun, les missions, les attentes de chacun, etc. Donc d'avoir une vraie discussion et un vrai cadre dès le départ de qu'est-ce que j'attends de ce que moi je veux faire et je peux faire, qu'est-ce que j'attends de chacun des associés. Ça c'est vraiment important. Et il y a une autre chose aussi, c'est faut pas s'associer avec quelqu'un qui est trop comme toi. C'est-à-dire que pour moi, il faut que ce soit des gens qui vont se compléter, que ce soit dans les traits de caractère, dans les compétences, etc. Tu mets deux Léo ensemble, c'est mort. Ça va faire un truc pas bien. Parce qu'il va y avoir un truc où on essaie de se calquer, mais il y a un trou au milieu, quoi. Tu vois. Mmh. Et c'est d'ailleurs une expérience que j'avais vécue. On s'était pas associé, mais on voulait le faire avec une personne que j'avais recrutée en tant que directeur opérationnel pour ma boîte Weyand. Et en fait, on était assez similaires sur plein de choses. Et ce qui fait que ça marchait pour plein de trucs. On s'entendait très bien, on prenait des décisions ensemble. Mais après, dans l'exécution du rôle, ça marchait moins, quoi. OK. Donc, je pense que c'est des choses qui font partie des trucs qui sont importants. Donc, les clauses de sortie, avoir un rôle qui se complète, euh, à, aussi une forme ouais, avoir une répartition financière très claire dès le départ, un cadre dès le départ, surtout, sur le fonctionnement. Et je pense que faut pas hésiter aussi à tester au début. Par exemple, on peut être en mode prestataire, on peut se partager le gâteau au début, et ensuite on s'associe au bout d'un certain point. Et puis ensuite, vraiment bien comprendre cette partie-là juridique, financière, fiscale,
pour ensuite savoir quel type de deal on peut faire avec un associé. Il y a plein de solutions différentes possibles et en tout cas, ça peut permettre de le faire, de bien connaître ça. Donc voilà, OK. grandement, je dirais ça, Ouais, c'est intéressant. J'en apprends. J'ai appris. Trop bien. Du coup, aujourd'hui, même si, ouais, tu t'exposes pas et tu parles pas forcément publiquement, tu as, du coup 5 sociétés avec du coup des parts qui sont plus ou moins, variables selon les boîtes. Hem, Comment finalement tu arrives à gérer tes boîtes? Parce que moi parfois je me dis: «Je suis prestat». Bon, avec plusieurs clients, mais j'ai parfois du mal à, entre guillemets, «à devoir gérer», à devoir être sur tous les fronts. Comment toi, tu arrives justement, à pouvoir être bien dans tes bottes et en même temps, que tes boîtes continuent de de se piloter, quoi? ouais, ouais, Et ça ressemble à quoi tes journées finalement? ouais, carrément. Pour moi, alors déjà, je conseille pas aux gens de faire ça, de faire plein de boîtes comme ça. Je pense que c'est une erreur pour plein de choses et je pense que j'ai fait les erreurs des fois de lancer d'autres boîtes trop tôt. Pourquoi je dis ça? Parce que, souvent les gens vont dire: «Ouais, ma boîte elle a un plafond de verre là, ça y est, il faut que je fasse autre chose». On sous-estime toujours le plafond de verre d'une boîte et je pense que des fois, on est toujours à dire: «Ouais, le plafond il est là», alors qu'en fait, il est 10 fois plus loin et des fois, monter un autre projet, une nouvelle offre, une nouvelle boîte, c'est souvent une fuite parce que j'arrive pas à résoudre le plus gros problème de mon entreprise aujourd'hui. Et je pense que ça a été le cas pour moi à certains moments. Maintenant, ça m'a appris à mieux le faire parce qu'en fait, ça m'a défocus et vraiment d'être focus uniquement sur la contrainte principale de ta boîte pour la faire avancer, ça, c'est vraiment important. Donc il y a ça sur la partie croissance. Maintenant, il y a aussi sur qu'est-ce qui m'inspire vraiment. Et aujourd'hui, si j'étais focus uniquement sur ma première boîte et que j'avais fait que ça, cette boîte aujourd'hui, elle serait fermée parce que, ça me plaisait plus et aujourd'hui même, ça m'inspire pas, de fou de faire ce que je fais avec cette première boîte. Ce qui m'inspire plus, ouais, c'est faire grandir l'équipe. C'est plus mon équipe. Je suis plus drivé par mon équipe d'ailleurs que par des fois cette boîte-là. Parce que j'aime les aider à se développer et cetera, les faire devenir meilleurs, et voilà. Mais si j'avais que ça, je serais pas très heureux, je pense. Donc ça m'a permis de faire grossir d'autres choses. Alors après, gérer plusieurs projets en même temps, je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi, donc ça demande de savoir d'abord systématiser ces boîtes-là. Donc créer des systèmes, c'est des façons de faire prédictibles et reproductibles, qui donnent des résultats prédictibles et reproductibles, avec des process, des checklists, des formations, des templates, enfin vraiment tout ce qui va permettre de standardiser, en fait, la partie run de l'entreprise. Pour moi, tu as 2 choses. Tu as le build, donc c'est construire des choses, créer des choses nouvelles, créer des solutions, amener de la décision, et cetera. Et le run, c'est une fois que j'ai créé le truc, le plan, maintenant il faut que ça se déroule et qu'on aille, avancer sur la carte, quoi. Mmh. Et toute la partie run, le but, c'est de la déléguer au maximum, que ce soit en priorité des fois à des machines, avec des automatisation. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, donc j'essaie de faire beaucoup de recherche et développement pour voir comment on peut intégrer encore plus d'intelligence artificielle dans nos entreprises et avec des êtres humains qui sont performants, autonomes et épanouis et avoir un véhicule qui leur permet ça aussi. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est de vite comprendre que si je veux recruter un top player, il faut que j'ai un véhicule pour un top player, quoi. C'est ouais, personne veut bosser avec moi, les gens ils sont pas bons, je recrute, j'ai que des tocards dans mon équipe, ils sont pas bons, etc. En fait, c'est pas que j'ai que des tocards, c'est que les vraies bonnes personnes, ils ont aucune raison de venir chez toi parce que t'es pas un bon véhicule pour eux. Un Le meilleur pilote au monde, il va pas, vouloir être au volant d'une Twingo, quoi. Puis c'est comme, enfin moi j'ai un vrai truc sur les les très bonnes personnes à recruter. C'est comme, une femme extraordinaire. Soit elle est déjà prise ou soit, elle est, célibataire, elle va pas le rester longtemps parce qu'elle est déjà sursollicitée parce qu'elle est déjà extraordinaire. Donc soit faut débaucher, soit faut, avoir la proposition de valeur, la meilleure parmi, tous les autres et c'est le jeu. Donc voilà, j'essaie de faire attention aussi à ça, dans le recrutement, dans le management, pour aussi garder les gens qui sont bons. Même si je pense que le turnover, c'est très bien aussi, parce que ça, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui fera 40 ans dans la même boîte, ce serait très mauvais pour une boîte. Si demain je dois racheter une boîte, il y a 30 personnes qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont jamais bougé, je me dis, ok, alors j'ai 40 planqués qui sont là. Non, la mobilité, c'est bien aussi. Je ne bannis pas ça du tout, même si j'ai peu de turnover pour le coup dans mon équipe. Donc, bon système, une bonne équipe. Et ensuite, ma journée à moi, en général, euh, je vais essayer d'être le plus efficient possible dans tout ce qui va être prise de décision, réflexion stratégique et pilotage de l'équipe.
Et quand je vais piloter l'équipe, le but, c'est de le moins possible leur dire quoi faire, mais le plus possible leur dire comment réfléchir et comment prendre une décision. Et pour ça, ça demande de les coacher, et coacher le plus possible leur comportement, leur façon de prendre, comme je dis, des décisions, de réfléchir. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis de la bonne façon, l'action est directement en place. Donc, comprendre qui ils sont. S'ils sont suffisamment motivés, ils vont agir. Donc, j'ai pas besoin de leur dire quoi faire. Si quelqu'un est motivé, il va agir naturellement. Mais maintenant, c'est le faire prendre des décisions de la bonne façon, décider de la bonne façon, avoir un système de valeurs dans l'entreprise qui va être vraiment très clair, avec des principes forts qu'on peut mesurer aussi. Par exemple, éviter d'avoir une boîte avec comme valeur, je sais pas, bienveillance, éducation et je sais pas quoi. En fait, ça veut rien dire. C'est ok, si ta valeur c'est bienveillance, qu'est-ce que tu as, ça veut dire quoi pour toi bienveillance? Comment ça se traduit? Et qu'est-ce que je peux mesurer pour savoir si oui ou non la personne est bienveillante? Et ça, je le communique. Partager la mission, engager avec la mission aussi, parce que les gens font pas que ça pour l'argent, même si en général, quand ils gagnent bien leur vie, la mission a toujours plus de sens. Hein. Faut pas Faut pas se oublier. leurrer, ouais. Moi, je dirais que c'est un peu toutes ces choses-là. Et puis aussi, un autre truc, c'est que j'adore mon travail, je suis passionné, je travaille beaucoup. J'ai pas d'enfants, bon, j'ai une copine, mais enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, j'ai pas de contraintes, j'ai pas de contraintes familiales. Même si je trouve qu'il y en a qui en font beaucoup à dire ah, avec les gosses, je peux pas. Non, tais-toi, tu peux aussi si tu le veux vraiment. Moi, j'ai mes bureaux à Grenoble avec mon équipe. Je me sens bien là où je suis, où je travaille. Je suis en très bonne santé, enfin, pour l'instant. Donc en fait, je, je travaille beaucoup et je veux travailler beaucoup et ça joue aussi quoi. Ok. Depuis tout à l'heure, je t'entends beaucoup dire que voilà, t'as envie d'apporter plus aux autres, et c'est ce qui te motive. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc beaucoup plus profond pour toi, si tu devais être beaucoup plus égocentrique, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te drive et qui te driverait pour aller encore plus loin ou pour faire de nouvelles choses? Ouais, alors c'est assez délicat parce que l'année dernière, j'ai vécu un moment un peu difficile où en fait, j'arrive à un moment où j'étais sur la terrasse de mes bureaux. Enfin, on voit pas là, mais j'ai une super vue sur les montagnes de Grenoble. Tom est déjà venu, il pourra témoigner. Euh, Confirme. je suis très bien dans l'environnement dans lequel je suis. Bah, je gagne bien ma vie et je peux faire tout ce que je veux. Je dépense pas dans des trucs stupides de consumérisme, de statut de riche, mais j'adore vivre des expériences avec des gens que j'aime. J'ai plein de gens que j'aime autour de moi, je peux bosser d'où je veux, quand je veux, je fais ce que j'aime. Et en fait, c'était un peu mon rêve au départ. Le rêve de ma vie quand je me sentais enfermé chez moi dans ma famille et à l'école. C'était putain, mais si un jour je peux juste faire ce que j'aime de ma vie, c'est trop bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression un peu de vivre ça. Et en fait, c'est délicat parce que tu sais, quand t'as atteint un peu un objectif, on se rend pas compte, mais ok, et maintenant? Et maintenant, il se passe quoi? Je fais quoi maintenant? Et retrouver un drive, en fait, au début, quand tu as un drive parce que tu en as vraiment besoin, parce qu'en fait, ta condition, elle est douloureuse. Là, ma condition de vie, elle est pas du tout douloureuse. Et du coup, je dois être drivé non pas par une peur de perdre quelque chose ou un manque, mais par un désir, juste un désir de qu'est-ce que j'ai envie de construire maintenant, par plaisir, par envie, etc. Et c'est pas évident quand t'as de changer, en fait, cette façon de fonctionner, cette façon de mettre du fuel, tu vois. Et j'ai l'impression un peu de passer de, putain, j'avais un moteur qui fonctionnait à l'essence, maintenant je dois fonctionner au diesel, tu vois. Ouais. Et, donc aujourd'hui, ce qui m'a aidé en fait à transformer ça, c'est de me dire, ok, bah j'ai réalisé plein de choses pour moi. J'ai plus forcément d'envie de 1000 fois plus. Et par exemple, bah, je pourrais aller me dire, bah tiens, je veux faire une boîte qui fait 5 millions d'euros de profit par an. Mais qu'est-ce que je vais faire de ces 5 millions d'euros de profit par an? J'ai pas Mmh. encore énormément de sens là-dessus, étant donné que avec les finances que j'ai aujourd'hui, je vis ce que j'aime et ce dont j'ai besoin. Et je pense qu'en vrai, pour vivre 99% de ce qui est possible sur Terre, je pense qu'avec, je sais pas, peut-être 10 000, un peu moins même, tu vois, tu peux le vivre, tu vois. Et le dernier 1% qui fait fantasmer ceux qui se sentent pas assez, du genre, je sais pas, avoir un yacht et des poufis et faire je sais pas quoi dessus ou machin, tu vois. Bah, ça me fait pas vraiment rêver. Ou au pire, un jour, je louerai un yacht avec des copains la journée, tu vois, ça sera rigolo. Mais du coup, tu vois, Tu c'est ça, penses que c'est tu as déjà accompli 95% de non, tous tes j'ai pas tout fait, objectifs? mais Parce ben que non, tu vois, enfin, t'as moins de 30 ans, donc qu'est-ce que tu vas foutre encore pendant ouais, mais c'est ça, c'est 80 ans, tu exactement vois? ça. Je disais la dernière fois, il y a 60% de chances que je continue ce que je fais et que je progresse. Peut-être que ça fera x2, x3 maximum, ou je sais pas, peut-être un peu plus ou un peu moins dans 10 ans. Il y a 20% de chances restantes que je m'achète ma maison en Afrique du Sud et que j'aille en mode slow life, tranquille, j'accueille des gens, des amis, des petites retraites, des trucs sympas où on peut parler de business ou d'autres choses, où je suis bien et je vis ma vie tranquille
et je construis ça avec ma compagne. Et il y a 20% de chance restante qui est je me chope une grosse déterre et je construis une boîte, peut-être une startup en allant chercher le plus gros truc possible. Voilà. Donc, il y a ça qui est possible aujourd'hui. Mais voilà, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est de me dire, OK, j'ai réalisé plein de choses pour moi. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre ça aujourd'hui. En fait, je veux le créer pour d'autres maintenant. Et de m'associer, de me dire que je le fais pour d'autres, etc. Ça m'inspire énormément. Et ça me donne un fuel énorme. Je pense que les 20% de chance de faire un truc très, très gros, c'est si demain je trouve 1 à 2 associés avec qui j'ai envie de vivre une aventure extraordinaire et qu'on a un truc à faire ensemble. Quand c'est avec des gens, là, ça me donne un fuel très, très fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des bureaux à Grenoble, que je veux maintenant, quand je veux recruter des gens, c'est dans les bureaux parce que je veux qu'on partage le truc vraiment ensemble aussi. Voilà, physiquement, on est ensemble dans la même équipe en présentiel. Et ça m'inspire de créer des projets avec d'autres personnes, de me dire, bah tiens, telle personne qui vient de rentrer dans l'équipe, qui fait ça, si elle se développe bien, moi j'aimerais bien potentiellement après l'intégrer au capital. Ouais, aider d'autres personnes à réaliser des projets qui pensent impossibles. Ça m'inspire vraiment. Donc, je veux continuer de développer mon groupe d'entreprises, que chaque entreprise puisse avoir sa propre verticale, parce que c'est un écosystème de boîtes qui sont aussi Ouais. interconnectées entre elles. Et donc faire ça, ça me stimule beaucoup. Et par exemple, je prends mon associé Quentin avec Primo Vita, notre centre de coaching qu'on a ouvert à côté de chez lui à La Baule. Je suis super heureux, ça se passe super bien. Je suis déjà allé chez lui plusieurs fois. Il a un petit qui a 1 an et demi qui s'appelle Paul. Enfin, moi, je fais des blagues souvent. Bah tiens, avec Paul, moi quand on aura atteint tel objectif, je vais lui acheter une pocket bike pour le mettre bien, pour le faire kiffer. Moi, je rêverais quand j'étais gamin. Une petite anecdote. Je sais pas, il y avait une émission à la télé sur un canal satellite, là, je sais pas comment ça s'appelait, et tu voyais des gamins, je sais pas, de peut-être 10 ans, ils faisaient un jeu avec des questions et celui qui gagnait, il avait le droit peut-être pendant, je crois, 5 minutes d'aller dans un magasin de jouets. Il avait un caddie, il prenait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il veut. Je sais pas, un jour, j'aimerais trop faire ça à un enfant. Je trouve que voir un enfant s'émerveiller d'un truc comme ça, je vais dans un magasin, je lui dis, écoute, t'as 5 minutes, tu prends tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. J'ai trop envie de faire ça, tu vois. Et je sais pas, si je me dis, bah tiens, avec mon associé, je peux l'aider à construire un truc trop bien avec sa famille, il y a sa femme, son petit, il veut peut-être un autre enfant et tout ça, et il construit des projets qui lui plaît, ça m'inspire beaucoup. Donc, de continuer de pousser ça avec d'autres personnes, ouais, ça m'inspire. J'ai un rêve caché qui est de créer une principauté, donc c'est une petite ville ou un petit quartier où c'est notre pays, on a notre propre loi, on vit tous à côté, on construit des trucs tous à côté, mais pour l'instant, c'est encore un peu loin. Un Peut-être un jour. Monaco bis. Ouais. Ouais, refaire à Monaco, ça va être chaud quand même. Ouais. Ça peut être les 1% que tu dois aller chercher. Qui C'est sait? 0,01% là quand même. Ça peut être ton futur drive, qui sait? Franchement, je crois que tu vois, typiquement pour un truc comme ça, le prix à payer, je serais pas prêt à le payer, quoi. Et je Mmh. pense qu'il faut être conscient là-dessus, parce que il y a trop d'entrepreneurs qui ont des ambitions démesurées par rapport à leur niveau de détermination. Je trouve que c'est la Ouais. plus grosse maladie aujourd'hui d'entrepreneurs. Des fois, j'entends qu'ils sont là à me dire, ouais, machin, moi, je veux faire un truc 100 millions, machin. Et mais regarde tes journées, tu bosses pas assez, tu fais pas le truc. Dès qu'il y a un problème, t'es là, il y a une trace d'huile dans ton froc dès que il faut prendre une décision challengeante. Enfin, mais non, en fait, tu vas pas faire 100 millions, tu vas déjà en faire un, ça serait bien, et après on verra, quoi. Bah, je trouve qu'on a justement là, une disparité entre ceux qui veulent faire, construire des empires et peut-être d'autres qui se limitent en disant: «Non, moi je veux juste un petit truc tranquille, Oui, machin». exactement, ouais. Tu vois, il y a une disproportion entre les 2, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est pas évident de trouver cette justesse entre le niveau d'ambition et le niveau de détermination. Mmh. Mais c'est ce que j'essaie de faire moi aussi, tu vois, de trouver quelque chose de juste en étant conscient de OK, je veux ça, ça m'inspire, mais qui le veut? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une comparaison? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que ça peut être très bien, hein, je veux dire, je vais pas diaboliser l'ego, c'est bien dans plein d'endroits aussi, mais OK, c'est quoi le prix à payer? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça pour le faire? Enfin, sacrifier à décider de ne plus vivre ça ou à aller chercher ce niveau-là. Donc c'est un vrai truc, hein. Ouais. Ouais, ouais, OK, intéressant. Hem, du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, puisque ça fait déjà quasiment 1 heure, hein, finalement. Ouais, c'est vrai. Hem, on n'a pas forcément parlé de marketing, mais comme tu as dit que tout était interconnecté, donc il y a forcément des stratégies marketing qui sont, similaires d'une boîte à l'autre. Mais voilà, pour un petit peu synthétiser, est-ce que, il y aurait, je sais pas, une personne, un outil, une stratégie, un truc qui a été un peu game changer pour toi et qui t'a fait, passer à un nouveau palier au moment où tu en avais besoin? Ouais, c'est plein de choses. J'ai une première personne, j'avais déjà parlé dans un podcast d'ailleurs. C'est quelqu'un que je trouve qui parfois va avoir lui un niveau d'ambition trop élevé par rapport à son niveau d'action. Mais au début, quand j'ai commencé à lancer ma boîte,
il m'avait un peu pris sous son aile. On s'était vu plusieurs fois chez lui. Il m'avait aidé à me dire, tiens, bah, ta boîte Wiyond, tu vas faire ça, etc. Tu vas bien la développer. Et limite, après, elle peut être cotée en bourse, etc. Genre, un peu trop gros. En fait, il a stretché ma vision. Il m'a permis de voir plus grand, de croire que c'était possible. Et en fait, je trouve que il y a vraiment un truc qui est important, c'est à des moments, juste des gens qui ont cru en toi, dans des moments où ça pouvait être dur, où d'autres personnes n'y auraient pas cru. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de soutien et beaucoup de force. Et cette simple truc de quelqu'un qui te croit en toi, qui te regarde droit dans les yeux avec des yeux de soutien et d'amour pour ça, ben moi, il y a plein de moments où ça m'a donné une force extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, tu vois, aujourd'hui, une fois par mois, je propose à des jeunes entre 18 et 25 ans de venir une journée avec moi dans les bureaux pour en fait, j'ai envie d'être une personne que j'aurais rêvé avoir quand j'avais 18 ans. C'est une personne qui est là pour me dire qu'en fait: «Hey Léo, je comprends, des fois avec, les injonctions des parents qui te disent: "Il faut faire ci, il faut faire ça"» parce que juste tu as des parents qui sont inquiets de ton avenir parce qu'ils t'aiment. L'école où tu t'es pas trop dans ton truc, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Entreprendre, tu sais pas ce que c'est, est-ce que c'est fait pour toi et qu'est-ce que c'est? De Mmh. leur dire que je crois en eux, qu'ils ont plein de qualités et de leur montrer tout ce qui est possible, que ce soit pour eux, ce que moi j'ai pu faire aussi, parce que bah, je vais leur expliquer que moi non plus, j'étais pas bon à l'école et qu'on peut faire plein de choses. Et ça me touche de me dire que je peux donner ça aussi à des plus jeunes, de quelqu'un qui croit en eux et qu'en fait ils ont le droit de faire des choses qu'ils aiment, d'y croire vraiment et de poursuivre ça. Je trouve que poursuivre un truc qui te fait envie, il y a rien de plus fort qui fait te sentir vivant en fait. Tu vois. Donc ouais, je dirais ça quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Trop bien. Bah, de toute façon, on arrive sur la fin du podcast. Je finis aussi toujours par des petites questions en vrac. Donc, l'idée, c'est que tu répondes soit par oui, soit par non. On ne demande pas justificatif, hein. Ok. Si tu prends un petit déj, t'es plutôt salé ou sucré? Allez, Ton film ou ta série préférée? mon film préféré qui m'a fait pleurer à très chaudes larmes, Frère au pluriel, il est sorti en 2024. Ok. Mer ou montagne? Mer. Alors j'habite à Grenoble, hein, mais je préfère mer. Matin ou soir? Allez, soir. Préfère lire un livre ou écouter un podcast? Écouter un podcast. Thé ou café? Café. Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Je dis ça pour faire genre. Ouais, je savais. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Avec des bruits bruns ou bruits blancs. T'es plutôt organisé ou freestyle? Très dur. J'ai vraiment les deux, quoi. Je pourrais pas choisir, mais je dirais freestyle. Et 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € pour moi, par mois à vie. Logique. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je suis trop content d'avoir pu discuter avec toi de ton parcours et puis j'ai chopé plein de petites billes pour moi, ma compréhension et puis cette envie aussi de me développer. Donc je te remercie. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message que tu aimerais partager, soit un truc sur lequel on n'a pas du tout parlé et qui te tient à cœur, ou alors rebondir sur un sujet dont on a discuté précédemment? Non, merci beaucoup. C'était super cool de pouvoir aller plus en détail sur plein de choses. Je vais pas forcément dire un message, juste faites ce que vous voulez vraiment, allez au bout et faites pas chier avec vos trucs de ouais, mission de vie, est-ce que je suis pas aligné de machin, de trucs. Faites des trucs, c'est bon. Et on verra. Et ça va très bien se passer. Ok, trop bien. Et bah, ça sera le message de la fin. Je te remercie Léo et puis bah, je te souhaite toute la réussite du monde. Ouais, merci toi aussi, Tom. Allez, à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.